Bonjour et bienvenue, nouvelle semaine qui s'amorce Ousguard en compagnie de notre invité Jean-Jacques Ferrara. Bonjour. Bonjour. Le président de la CAPA, la communauté d'agglomération du pays ajaccien. On va parcourir, si vous le voulez bien, l'actualité de la Corse ces derniers jours, ces dernières semaines même, puisque pour certaines thématiques, on remontera un petit peu dans le temps. On va parler bien évidemment de la crise des déchets qui a secoué la Corse, Ajaccio, le pays ajaccien aussi. On vous avait entendu à cet effet sur nos ondes. Le centre de Vico est libéré, donc avec suite à une réunion de concertation. Libéré pour combien de temps? Vous nous direz un petit peu ce que vous en pensez. À l'issue donc de cette courte interview que l'on va entendre, c'est celle de Jean-Yves Thor qui représente le collectif Upumont Tepulit, qui avait bloqué jusqu'à la semaine dernière donc le centre d'enfouissement de Vico. Cette crise nous a quand même permis de mettre le doigt sur un problème qui est les déchets, qui est un vrai problème de société. Je pense aussi qu'elle a fait prendre conscience, enfin, on l'espère, qu'il fallait une nouvelle gestion que le nouvel exécutif va mettre en place. J'ai eu Agnès Simon-Pietre qui a été renforcée un peu par ce vote qu'on a fait par rapport au protocole et qui va essayer dans peu de temps de mettre en place cette nouvelle gestion qu'il était temps de mettre en place de toute manière. On reste vigilant, on est là, la lutte, je pense qu'elle commence vraiment ce soir d'une manière très sérieuse. On va mettre en place des comités de suivi aussi par rapport à ce qui se passe, par rapport aux camions qui vont rentrer, par rapport au tonnage qui va rentrer, et puis on espère surtout que dans les mois qui vont venir, il y aura un tri vraiment à la base qui va être mis en place en enlevant au maximum les vermonticides de manière qu'on le pollue le moins possible de notre terre, parce que le problème il est là aussi. Jean-Jacques Ferrara, donc le tri qui va tout révolutionner dans un délai très court, vous y croyez? Non, pas du tout. Le tri ne va pas permettre de résoudre la problématique des déchets à l'échelon régional. Le tri, c'est une démarche dans laquelle il faut s'engager. Nous nous sommes déjà engagés. Nous sommes probablement la collectivité qui s'y est engagée le plus tôt. En tout cas, nos actions le prouvent, avec un résultat qui n'est pas évidemment à la hauteur de la moyenne nationale. Mais ça, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Le tri doit être accentué, forcément. C'est une nécessité absolue. Ça prendra du temps. Et à l'heure actuelle, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps, ça veut dire qu'il faut, en parallèle du recours massif au tri, en parallèle, il faut développer d'autres moyens, d'autres techniques pour permettre de diminuer ce qui va à l'enfouissement et de faire en sorte que ce qui aille à l'enfouissement ne présente plus les nuisances que connaissent actuellement les communes sur lesquelles sont installés des sites d'enfouissement. Le tout enfouissement, comme ça a été fait jusqu'à présent, c'est pas du tout la solution pour vous. Ça pollue autant que... Le tout enfouissement et l'enfouissement tel qu'il est, des déchets tels qu'ils arrivent aujourd'hui sur les sites est inacceptable. Ce n'est pas une solution. D'abord, c'est facile à comprendre compte tenu de notre géographie. Une île ne saurait avoir recours au tout enfouissement, puisque à moyen terme et à long terme, on voit bien que cela va atteindre ses limites. Des politiques ont été évoquées dans le passé avec des solutions qui n'ont pas reçu l'approbation. Certes, il faut en prendre acte, il aurait fallu en prendre acte plus tôt et penser à autre chose. Nous, à la CAPA, notre position est simple et nous n'avons pas attendu ni cette crise, ni la crise précédente en septembre pour réfléchir à cette problématique. Nous avons pris des contacts avec des professionnels, avec des bureaux d'études qui nous ont amenés à envisager la mise en place d'un site de tri et de valorisation des déchets sur le territoire de la CAPA. C'est quoi un site de tri de valorisation? Ce sont des techniques industrielles. C'est une usine qui permet de trier et de séparer ce qui peut être valorisable de ce qui ne peut plus l'être et est destiné à l'enfouissement. Le taux de tri permet de réduire le tonnage à l'enfouissement de moitié, en moyenne. Ça va de 40 à 60%. C'est-à-dire que les déchets qui rentrent dans cette usine, eh bien, il y en a. Si on pousse la technique jusqu'au bout, on peut parvenir au résultat de 40% qui va à l'enfouissement. Sans compter de ce qui va à l'enfouissement, ne contient plus de fermenticibles, puisque ceux-ci ont été évacués d'une part,
en produisant du compost, en produisant d'autres produits qui permettent d'éliminer les fermentescibles, c'est-à-dire que vraiment les déchets ultimes, là, n'occasionnent aucune nuisance et il est débarrassé de tout ce qui peut présenter une menace environnementale. Il y a, je suppose, les études financières qui ont été faites. Le produit, l'usine est réalisable. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Il faut aller convaincre les écologistes? Non, pas du tout. L'usine est réalisable. Cette technique, on peut la mettre en place sous 3 ans dès que la décision est prise. Nous sommes dans une situation un petit peu intermédiaire dans la mesure où nous avons délégué la compétence du traitement des ordures au Civadec. Donc il va falloir soit que cette structure soit réalisée par le Civadec pour le compte de l'ACAPA, sur le site de l'ACAPA, on va dire, ou alors, écoutez, nous prendrons nos responsabilités, mais je pense que ça fait partie d'un arsenal qui va permettre à très moyen terme, et c'est pas 2-3 ans, vous savez, depuis des années, en matière de déchets, il y a un immobilisme qui est consternant, donc je pense que si on annonce ça, mais c'est pas un effet d'annonce, parce que c'est réalisable en 2-3 ans, ça peut considérablement modifier la donne et rassurer les populations des communes, des sites d'enfouissement, et à juste titre, puisque si on diminue de moitié ce qui va chez eux, d'abord ça augmente d'autant la longévité de ces sites, avec moins de nuisances. D'autre part, ce moyen peut-être idéalement devrait être mis en place aussi sur l'autre communauté d'agglomération, grande productrice de déchets derrière nous, qu'est Bastia. Et les contacts que j'ai eus avec certains maires de la CAB me font penser qu'ils y sont plutôt favorables. Ce sont des structures qui existent dans des régions qui sont voisines des nôtres, pas très loin, on va dire sous les mêmes latitudes, méditerranéennes, qui sont faites par des gens sérieux, qui ne présentent aucun inconvénient au niveau environnemental. Les maires de l'ACAPA sont prêts à accueillir cette usine de traitement? Écoutez, cette usine de traitement, les maires de l'ACAPA, je vais les inviter très prochainement à venir en voir une parmi les sites qui existent. Je pense que les maires de l'ACAPA, il y a comme vous l'aurez remarqué, une unanimité au sein de l'ACAPA parmi les 10 communes concernant notre volonté d'opter pour cette technique. Il n'y a pas de souci, ce sont des structures qui sont très propres, de l'extérieur on ne se rend compte de rien, qui n'offrent aucune nuisance, puisque ce sont des sites qui sont sous dépression, donc il n'y a pas de nuisance particulière. Au niveau de l'immobilisme dont vous avez parlé pour gérer cette problématique des déchets, non plus cette crise, la faute à qui en fait ? Écoutez, la faute, vous savez, on n'est pas là. Je crois que pour avancer, il faut arrêter de regarder dans le rétroviseur et d'essayer d'incriminer qui que ce soit. Moi, j'ai eu l'occasion de dire ce que j'en pensais. Maintenant, il faut se tourner vers l'avant, quoi qu'il en soit, et arrêter de retourner les gens contre les autres, les sites contre les grands producteurs. Il faut cesser cette façon de faire les choses. Je crois qu'il faut faire preuve d'un grand pragmatisme, de beaucoup d'ouverture et de beaucoup de dialogue. Et avoir partagé en tout cas la volonté d'aller vite parce que nous n'avons plus le temps. Et je crains que cette crise, je ne souhaite pas en tout cas que cette crise se reproduise comme nous l'avons vu en septembre dernier, puis en décembre, et puis maintenant il ne faudrait pas qu'en juin on se retrouve dans la même solution. Il faut des annonces claires. Il faut des politiques effectivement ambitieuses en matière de tri. C'est un pilier de la solution, ça n'est qu'un pilier. Mais après, fondamentalement, il faut avoir recours à d'autres techniques. Comme il a été dit dans l'interview d'ailleurs, il faut avoir un autre mode de gestion, mais pragmatique, qui permet d'avoir des résultats rapides, entre guillemets, rapides. J'estime que 2 à 3 ans, c'est assez rapide. De manière pragmatique donc une concertation avec les maires de l'ACAPA et puis après élargie à la collectivité territoriale. Oui, les maires de l'ACAPA ont été déjà consultés. Nous allons le présenter de manière plus technique, le dossier technique en comité des maires, et puis il sera présenté en conseil communautaire très rapidement. Et puis nous prendrons des contacts. Nous avons déjà des contacts. J'ai eu l'occasion d'avoir des contacts avec Madame Simon-Pietri dans le cadre de cette crise. Je lui ai dit, je lui ai fait part de ma vision de la problématique des déchets, de notre vision, celle que je partage avec l'ensemble des élus de l'ACAPA, avec le député maire d'Ajaccio, qui est très engagé aussi pour parvenir à cette solution, et puis avec le Civadec. Voilà, et puis avec le Civadec, parce que le syndicat de valorisation, j'insiste sur le mot valorisation des déchets,
se doit de valoriser ces déchets, les transporter. Jusqu'à présent, ça a été fait. Il faut passer à la vitesse supérieure. Merci beaucoup Jean-Jacques Ferrara. On va se retrouver demain pour parler d'un nouveau thème d'actualité. Bonjour et bienvenue sur Radio Alta Fréquence. Nous retrouvons notre invité de la semaine, Jean-Jacques Ferrara. Bonjour. Bonjour. Président de la CAPA, la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Alors, on a parlé hier de la problématique des déchets. Un autre gros sujet à agiter la Corse ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est bien évidemment la problématique des transports maritimes. On a vu un blocage qui est occasionné par le premier blocage, une problématique compliquée. Finalement, donc, l'exécutif de Corse et les syndicats se sont entendus pour que la Corse soit libérée. L'exécutif de Corse qui a reçu ces mêmes syndicats et qui, lors de la première session de l'Assemblée de Corse, s'est positionné bien évidemment sur ce dossier. On va écouter Jean-Félix Acoavive, le président de l'Office des transports de la Corse, le nouveau président. Pour lui, tout ce qui a été fait jusqu'à présent, et notamment du point de vue de l'Union européenne, c'est quelque chose qui n'était pas sécurisé, on va dire, notamment juridiquement. On écoute Jean-Félix Acoavive et on se retrouve après. L'héritage est un héritage de contentieux lourd, c'est-à-dire que le contentieux a été la règle, il reste la règle, et justement le discours que nous avons tenu à Bruxelles a été bien entendu, c'est-à-dire que nous voulons passer d'une époque à une autre de manière historique et structurelle, c'est-à-dire non seulement réaliser, comme ça doit être le cas dans le calendrier qui est imposé par la rupture de l'ancien contrat de délégation de service public qui a été donc résilié suite à la décision du TA, faire un nouveau contrat de délégation de service public dans le maritime, impulsant une nouvelle politique de continuité territoriale qui permette d'être sécurisée juridiquement vis-à-vis de Bruxelles, et en même temps donc y inscrire nos objectifs économiques en termes de tarifs pour résidents corse, de tarifs fret, de permission d'atténuer le handicap d'insularité de manière claire, de juste compensation aux compagnies n'ont pas de rente de situation, et permet de sécuriser aussi le périmètre du service public et le maillage ports principaux, ports départementaux. Donc ce discours-là, Bruxelles l'a entendu, comme elle a entendu d'ailleurs le fait que, vu l'histoire conflictuelle qui existait maintenant entre les opérateurs issus des épisodes et du feuilleton de la reprise de l'ex-SNCM, qui a été un feuilleton chaotique, elle a bien compris que notre volonté de créer un outil public-privé maîtrisé par les institutions de l'île, c'est la compagnie Corse Publique, en rassemblant les acteurs aujourd'hui qui s'affrontent mais autour d'un projet commun, pouvait sécuriser le périmètre des opérateurs qui pouvaient avoir droit à concurrence sur le contrat. Jean-Jacques Ferrara, donc un opérateur public-privé, une compagnie en fait gérée par la collectivité territoriale de Corse. Vous êtes partant ? Écoutez, moi je fais un constat, comme on parlait hier des déchets. Il s'agit d'une problématique récurrente et avec des conséquences qui sont intolérables sur l'économie de notre île. Il est inadmissible aujourd'hui que les biens et les personnes ne puissent pas circuler librement entre la Corse et le continent. Il est intolérable d'être pris en otage. Moi, je suis pour une solution qui permette de faire cesser ces blocus que l'on connaît trop souvent. Ensuite, dans le cadre strictement légal, je pense qu'il existe des solutions. Je pense que tout le monde a le droit de travailler et de gagner sa vie en faisant des échanges avec le continent, entre Corse et continent. Ça s'arrête là. Il appartient à la CTC de fixer le cadre. Mais quoi qu'il en soit, je suis pour des solutions qui fassent en sorte que ça ne se reproduise plus jamais, parce que c'est inadmissible. Et aujourd'hui, là aussi, il y a une sorte d'urgence à faire cesser ces dysfonctionnements graves. Un bateau qui reste bloqué près d'une semaine sur le port de Marseille, malgré des décisions de justice, et l'État qui n'intervient pas, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire, écoutez, je suis très désappointé. Voilà, c'est très surprenant. Hein. Vous imaginez, c'est vrai, il faut le noter, quels auraient été les commentaires si cela s'était passé sur le port d'Ajaccio ou de Bastia, dans les mêmes conditions. Comme d'autres, moi j'ai souvenir d'un bateau qui avait été pris d'assaut par le GIGN à l'époque, avec des gens qui applaudissaient lorsque les gendarmes sont descendus d'hélico, etc. Il faut se poser des questions. Alors, en plus, je pense que ça nuit non seulement à la Corse, mais ça nuit aussi beaucoup au port de Marseille, qui, dans une proportion différente, n'a pas besoin aussi de ces blocus.
Sur la réglementation européenne, en fait, et sur la non-sécurité juridique de ce dossier SNCM dont parlait Jean-Félix Acquavive, sur cette réglementation, vous pensez, alors la France a été plutôt dans le cadre de dérogation, elle se fait retoquer par l'Europe, vous pensez que... Écoutez, je crois que c'est un dossier épineux. Nous avons eu l'occasion d'en parler avec le député maire Laurent Marcangel, qui lui faisait partie de la mission parlementaire, qui a compris qu'il y avait eu, on va dire, de graves dysfonctionnements dans ce dossier, à tel point que je crois qu'il a fini par ne plus y assister. Là aussi, il va falloir tourner la page et passer à autre chose. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire, là aussi, on ne pourrait pas faire en Corse ce qui fonctionne très bien ailleurs. Il faut faire preuve d'une grande ouverture, là aussi, une grande ouverture d'esprit et d'échange dans l'intérêt de tous. Une mandature courte pour la collectivité territoriale de Corse, a priori 2 ans au jour d'aujourd'hui, ça suffira pour résoudre des dossiers tels que ceux-là? Mais les dossiers, je dois reconnaître que là, depuis l'accession au pouvoir de la nouvelle majorité, les dossiers brûlants, malheureusement, se sont imposés dès le début. Ça sera court parce qu'il y a la mise en place aussi de la nouvelle collectivité unique. Écoutez, je leur souhaite bonne chance, mais je dis ça sans aucune ironie, mais il va falloir du courage. Très bien. Bien, merci beaucoup Jean-Jacques Ferrara. On va se retrouver demain pour parler d'une nouvelle thématique. À demain. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques Ferrara. Bonjour. Merci d'être présent encore ce matin sur Radio Alta Frequenza pour parler actualité. On va parler donc de l'élection à la collectivité territoriale de Corse qui a vu Gilles Simeoni prendre la présidence de l'exécutif et Jean-Guy Talamoni la présidence de l'Assemblée. Il y avait le 12 janvier dernier donc la première séance d'installation de cette Assemblée. On a nommé les différentes commissions notamment, mais bien évidemment c'était une séance de rentrée, de nouvelle année, de surcroît. Donc on a parlé de tous les thèmes. Dominique Boucchini, l'ancien président de l'Assemblée de Corse, nous l'avons rencontré à l'issue de cette première séance extraordinaire de l'Assemblée de Corse. Il nous parle justement du mode de gouvernance, en quelque sorte, de la convivialité, certes, qui existe, mais il va falloir rentrer dans le vif des dossiers. On écoute Dominique Boucchini. Écoutez, au niveau des intentions, oui, avec les discours qui ont été prononcés. Après, il va falloir sauter l'obstacle entre ce qu'est de la communication et les réalités des faits qui va s'imposer. La réalité des faits, c'est qu'il va falloir, à un moment donné, avoir à effectuer des choix, et des choix qui sont des choix financiers. C'est à ce moment-là qu'on appréciera ou non ce qu'est la nouvelle politique que l'on veut maintenant engager. Le fait de vouloir faire participer l'opposition, pas à la gestion, mais disons la direction des affaires, ça vous convient? Non, mais ce n'est pas de cette manière-là que ça a été présenté. Il n'y a jamais eu un président d'Assemblée ou un président du Conseil exécutif qui n'a pas voulu. Ce n'est pas politicien, mais c'est de bonne guerre de vouloir dire à partir du moment où nous dirigeons, nous sommes prêts à vous entendre et à être constructive. C'est vieux comme le monde, on dit toujours ça. C'est la réalité qui s'imposera au fur et à mesure. Jean-Jacques Ferrara, donc Dominique Boucchini, qui revient un peu sur ce mode de gouvernance. Vous avez le sentiment de Dominique Boucchini, on dit toujours ça, mais... Non, mais je crois qu'il ne faut pas faire de procès d'intention. Écoutez, la nouvelle équipe qui a pris le pouvoir de la région ne doit pas avoir de préjugés. Moi, je n'ai aucun préjugé. Moi, je souhaite travailler de concert parce que nous en avons besoin au sein de la CAPA, forcément. Je souhaite vivement que nous puissions bénéficier de plus d'engagement de la part de la CTC que nous en avons bénéficié précédemment. Parce que pour mener à bien nos projets sur le territoire du Grand Ajaccio, on va avoir besoin de cet engagement de la CTC. Je ne vois pas pourquoi ça ne se passerait pas dans les meilleures conditions. La ville d'Ajaccio, justement, qui a tout son rôle à jouer aussi dans cette collectivité telle qu'elle est à présent, et puis la future collectivité de 2018 aussi. Tout à fait, oui. Et la communauté d'agglomération encore plus. Oui, puisqu'il apparaît que
Les intercommunalités vont dans ce projet de collectivité unique, les intercommunalités vont devenir le principal interlocuteur du pouvoir régional. Donc forcément, la ville d'Ajaccio et l'ACAPA vont devoir peser. Moi, je me félicite au sein de l'ACAPA d'avoir parmi les élus communautaires et les vice-présidents des représentants à la collectivité territoriale. Et je suis sûr qu'ils mettront tout en œuvre pour pousser les projets que nous avons au sein de l'ACAPA, indépendamment de leur coloration politique. Je n'ai aucun doute là-dessus. Sur ces intercommunalités, justement, elles sont en train les lignes sont en train de bouger. Alors, il y a des contents, il y a des mécontents aussi. Vous avez-vous une vision globale de ce territoire de la Corse découpé en intercommunalités ? Bien, écoutez, je pense que le souhait de l'État est d'aller vite, et c'est cela qui bloque un petit peu et qui suscite l'inquiétude de beaucoup d'élus à juste titre. Il y a des territoires et des élus qui ne sont peut-être pas prêts dans l'immédiat à envisager une extension de l'intercommunalité ou l'absorption d'autres communes. Je comprends l'inquiétude des élus. L'État souhaite aller à marche forcée, et c'est difficile. C'est difficile. Il faut tenir compte des réalités, il faut tenir compte de la sensibilité des maires. Donc l'exercice est difficile. Nous, au niveau de l'ACAPA, nous avons eu une position réservée, parce que nous souhaitons évidemment avancer éventuellement avec les intercommunalités voisines, dans la mesure où on ne force la main à personne. On ne veut pas de mariage forcé. Un mariage, il doit avoir le consentement des deux parties, et il en est dans la vie comme dans l'intercommunalité. Les intercommunalités voisines, bien évidemment, on ne peut pas ne pas penser à l'intercommunalité qui regroupe Portiche, toute cette vallée du Prunel. Alors écoutez, aussi. ça n'a pas été envisagé pour l'instant par les services de l'État, mais ça aurait été évidemment très intéressant, dans la mesure où nous allions passer un seuil de population qui fait qu'au-dessus de 100 000 habitants, au niveau des dotations, ça devient beaucoup plus intéressant. Notre schéma proposait d'intégrer la haute vallée de la Gravonne et le Prunel. Ils ne sont pas forcément d'accord, les maires de ces communes. Non, ils ne sont pas forcément d'accord, donc nous respectons. C'est pour ça que nous avons émis un avis très réservé, dans la mesure où les deux autres parties n'étaient pas d'accord dans leur majorité. Donc je ne vois pas comment on peut... La CAPA n'a aucune volonté hégémonique, loin de là, loin s'en faut. Elle fonctionne très bien à 10. Si nous n'avons pas un accord franc et massif des deux autres intercos, il n'est pas question pour nous de vouloir fusionner. Les discussions continuent néanmoins ? Oui, les discussions continuent. Non, mais nous avons des échanges tout à fait constructifs avec ces deux intercommunalités. Vous savez, on collabore déjà avec ces intercommunalités, dans un cadre, dans plusieurs domaines, sans pour autant appartenir à la même entité. Donc on a des échanges. Je vous dis, c'est le délai qui nous est laissé qui est un peu court. Après, forcément, je pense qu'au fil des ans, et devant l'importance que va prendre l'intercommunalité et devant les compétences que vont récupérer les intercommunalités, il va être difficile pour les plus petites d'assumer toutes ces responsabilités. Difficile au niveau financier, parce qu'on va transférer de plus en plus de compétences aux intercos, et à un moment donné, ça va être très compliqué pour les petites intercos qui n'ont pas beaucoup de ressources de les prendre en compte. Il faudra, selon vous, forcément un pôle urbain ? Ça paraît évident, ça paraît évident. Et puis, c'est bénéfique, puisque au niveau, je vous dis, au niveau d'abord du poids que vous pouvez représenter face aux autres régions et face aux autres collectivités. Donc, ça ne peut être que bénéfique. Je ne vois pas, mais ça prend du temps. Il faut toucher les choses du doigt pour s'en rendre compte. Merci beaucoup Jean-Jacques Ferrara. On se retrouve demain. Merci.
Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, bonjour à notre invité Jean-Jacques Ferrara. Bonjour. Bonjour, le président de la CAPA, la communauté d'agglomération du pays ajaccien. On va écouter un extrait d'interview de quelqu'un que vous connaissez bien, il s'agit de Céline Pastine, qui a notamment travaillé sur le contrat de ville, alors non plus de la ville d'Ajaccio, mais de la communauté d'agglomération. Justement, c'est une nouveauté dont on va parler, les rôles, les missions de ce contrat de ville, et puis ce contrat de ville qui nous ramènera aussi à une actualité de cette fin d'année. On écoute Céline Pastine. Dans l'esprit de la loi, le fait de placer cette politique publique non plus à l'échelon communal mais à l'échelon intercommunal, c'était reconnaître à cette politique publique le fait que c'était pas simplement une politique sociale curative, mais que cette politique publique devait passer à un échelon territorial qui a la pleine puissance et tous les outils nécessaires pour développer son territoire. Mettre cette politique publique au niveau de l'intercommunalité, ça veut dire que quand on veut réparer les quartiers, on ne s'attache pas uniquement au quartier en tant que tel, mais au système qu'il représente et à la façon dont l'ensemble de ces quartiers doivent s'insérer dans l'aire urbaine. La communauté d'agglomération qui est compétente sur la question des transports, ce qu'elle pourra faire, elle, pour les quartiers populaires de la ville d'Ajaccio, c'est par exemple permettre à ses habitants de pouvoir se déplacer partout sur le territoire communautaire en transport en commun, chose qui n'existe pas à l'heure actuelle. Aujourd'hui, vous êtes habitant du quartier des Salines. Si vous avez une opportunité d'emploi sur la commune de Sarola à Pernicac, si vous n'avez pas de véhicule, vous ne pouvez pas vous y rendre. Voilà. Typiquement, le genre de moyens que l'agglomération peut déployer et qui sera bien utile. Un contrat de ville donc signé au mois de novembre dernier avec l'État notamment. L'un des objectifs, c'est ce que nous exposait Céline Pastine. Et le transport, c'est vraiment la clé de voûte. Voilà, si vous voulez, la CAPA, donc l'intercommunalité, la communauté d'agglomération, s'est trouvée à la suite de la nouvelle loi chef de file en matière de politique sociale. Donc c'est à elle qui incombe de prendre la direction des opérations, si j'ose dire, au niveau de la politique de la ville. Effectivement, à la CAPA, nous avons un schéma d'aménagement et de développement économique qui constitue une arme importante dans cette vision que nous avons de la politique de la ville, puisque nous avons décliner un axe prioritaire qui est Abatucci-Mezzane. Et autour de cet axe, on a établi qu'il s'agissait de l'axe de toutes les mobilités. Une mobilité donc en termes de déplacement urbain, une mobilité sociale, une mobilité économique. C'est une vision un peu transversale de la politique de la ville, mais qui peut s'avérer très efficace. Nous avons, avec ce contrat de ville, un outil formidable, qu'il va falloir mettre en marche. Nous allons bénéficier d'aides importantes de l'État qui malheureusement, je vais dire, mais heureusement et malheureusement, vont être probablement abondées en plus à la suite de ce que nous avons connu au Jardin de l'Empereur, des événements tragiques du Jardin de l'Empereur le 24 et le 25 décembre dernier. Et il nous appartient après de la mettre en œuvre. C'est aux communes. La partie opérationnelle, évidemment, reste sous la direction des communes. Et la CAPA doit mettre en musique toute cette politique. Justement, le Jardin de l'Empereur, qui normalement devait être exclu de ce dispositif, et puis vous avez réussi à le garder. Alors, le Jardin de l'Empereur, compte tenu des grilles, si vous voulez, de calcul, ne se trouvait plus inscrit comme quartier prioritaire. Ce qui a suscité l'émotion de l'ensemble des acteurs, en particulier et surtout la mobilisation du député-maire Laurent Marcangeli et du préfet, il faut le souligner, qui ont œuvré pour que ce quartier, bien avant les événements, soit réintégré comme quartier prioritaire dans le contrat de ville. Ça a été fait et on ne peut que s'en féliciter à la suite de ce qu'on a connu pendant les vacances de Noël. Quand on dit politique sociale, on ne pense pas forcément transport et pourtant, ça fait... Comme vous l'avez expliqué et comme vous avez entendu Madame Pastine, et ça fait partie de la mobilité, s'inscrit pleinement dans une vision globale de la politique de la ville et du social. Elle vous a expliqué concrètement ce que ça impliquait. Il faut pouvoir se déplacer facilement, il faut que les gens puissent se déplacer sur des axes. Il y a un axe de développement du territoire ajaccien qui se fait vers les communes de Sarola en particulier, pour la citer, avec des quartiers qui vont un petit peu neufs, qui vont se retrouver avec une problématique
sensible, qu'il faut anticiper et qu'il faut désenclaver. Alors sur ce jardin de l'Empereur, justement, on va quand même en dire 2 mots. Donc il est resté dans ce dispositif de quartier prioritaire. On a vu ce qui s'y est passé. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire aussi dans ce quartier. Pourquoi faire Il y a beaucoup de choses à faire dans ce quartier. C'est pas forcément très simple. Vous savez que c'est difficile d'avoir des interlocuteurs dans ce quartier. C'est comme dans les autres quartiers, mais alors il est prévu dans le cadre du contrat de ville de mettre en place des comités, etc., de citoyens. Il faut les mettre en place très rapidement et trouver les bons interlocuteurs. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent s'impliquer. Je leur lance un appel parce qu'on a besoin de gens sur le terrain qui aient une bonne connaissance du quartier. Le quartier de l'Empereur, c'est un peu surprenant, mais c'est un quartier qui est à 1 minute de la place Abatucci, donc qui est enclavé, mais qui est sur un axe emprunté par beaucoup d'Ajacciens pour rejoindre les quartiers de la route des Sanguinaires, etc. Et qui se trouve quand même une enclave. Alors, c'est indéniable. Il y a une description qui a été faite dans les médias nationaux qui est peut-être pas tout à fait conforme au quotidien de ce que vivent les gens qui y habitent au quotidien, mais néanmoins, on ne peut pas, ça serait une erreur de faire l'impasse sur les méfaits et les attitudes d'une toute petite partie, certes, des gens qui y résident, mais qui nuisent beaucoup à ce quartier. Et cela nécessite une surveillance accrue, d'une part des autorités, et puis en matière de politique de la ville et de tous les acteurs sociaux. Est-ce que vous diriez que c'est un quartier de non-droit ou pas du tout ? Je n'aime pas beaucoup les expressions excessives. Il y a ponctuellement, si vous voulez, des actes qui sont inadmissibles. Voilà. Lorsque les services publics ne peuvent pas être assurés dans ces quartiers, c'est intolérable. C'est intolérable. Ce qui est arrivé est inadmissible, puisque ce sont des gens qui sont là pour faire le bien et qui se rendent dans ces quartiers comme dans tous les autres quartiers pour assurer leur mission. Donc il est inacceptable qu'ils soient agressés et même que leur vie soit mise en péril. On est d'accord là-dessus. Alors de là à déclarer le non-droit, je ne sais pas. Ce que je vois, c'est la réalité des choses. Il ne faut pas se voiler la face, il faut appréhender la réalité de ces quartiers et faire en sorte que ça ne se reproduise plus et faire en sorte de mettre hors d'état de nuire les quelques personnes mal intentionnées qui se livrent à ce genre d'actes. Et bien évidemment ensuite de développer les politiques de la ville dont vous parliez. Alors ces interlocuteurs, qui pourraient-ils être ? Vous avez dit je lance un appel à ces interlocuteurs. Il y a beaucoup de citoyens qui souhaitent se manifester et qui ne font pas forcément le pas. J'espère qu'il va y avoir une prise de conscience de la part de personnes qui vont se présenter, et je crois, d'après ce que m'ont dit les services, qu'il y a des gens qui commençaient à se manifester en disant nous écoutez, on veut bien être les interlocuteurs de ces quartiers, etc. Donc selon les quartiers, il y a des quartiers où c'est beaucoup plus facile d'identifier des personnes qui sont en mesure d'effectuer un travail de terrain et de relations. À l'Empereur, ça a toujours été très compliqué. Voilà, c'est une réalité, c'est ce qui m'a été dit par les services en charge de la politique sociale, et il faut que ça change. En tout cas, c'est en route pour changer. C'est en route pour changer, nous en avons les moyens, et il faut passer à l'action maintenant. Merci beaucoup Jean-Jacques Ferrara, et à demain. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques Ferrara. Bonjour. Président de la CAPA, la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Dernier rendez-vous de la semaine. On va écouter le Premier ministre Manuel Valls qui s'est exprimé peu après que Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamone aient été portés à la présidence de la collectivité territoriale de Corse. Pour le Premier ministre, vous allez l'entendre, le peuple corse notamment n'existe pas. Il y a un certain nombre de choses et de lignes rouges, a dit Manuel Valls, qu'il ne faut pas franchir. On l'écoute. La Corse
et dans la France et dans la République. Et aucun discours, en Corse ou en français, ne pourra remettre en lien ce lien. La Corse participe depuis ô combien de temps de l'histoire de la nation. Mais je connais le discours des indépendantistes. Je vous rappelle qu'ils ont fait 7% aux dernières élections. Moi, je discuterai avec le président de l'exécutif, M. Simeoni, sur ce qui était prévu depuis déjà un certain nombre de mois, c'est-à-dire sur la collectivité unique de la Corse. Mais il y a des lignes rouges, comme on dit, qui là ne peuvent pas être discutées. L'amnistie des prisonniers politiques, il n'y a pas de prisonniers politiques. La co-officialité, il n'y a qu'une seule langue dans la République, c'est le français. Un statut de résident pour les Corses, sur le plan fiscal, c'est contraire à la Constitution. La Corse est dans la République, la Corse est dans la France, la langue, c'est le français, et chacun doit se rappeler de ces grands principes. Jean-Jacques Ferrara, on vous a beaucoup entendu parler depuis le début de la semaine de concertation, justement, pour faire avancer les dossiers. Manuel Valls, lui, parle de lignes rouges. Oui, écoutez, c'est un petit peu désolant, parce que je pense qu'on a besoin d'apaisement, plus que jamais. Il y a en Corse une évolution qui s'est faite, puisqu'on a assisté à l'arrêt de la violence. Il faut en prendre acte, il faut s'en féliciter, et plutôt que de s'ériger et de se placer dans des postures qui n'ont plus lieu d'être, je crois, il faut plutôt essayer de discuter, d'avancer ensemble sans se braquer sur des points qui n'intéressent pas forcément la majorité des habitants de l'île. L'amnistie des prisonniers, c'est plutôt pour ? Écoutez, l'amnistie des prisonniers, moi, il y a une chose pour laquelle je suis tout à fait favorable et que je trouve inadmissible, c'est de ne pas rapprocher les prisonniers corses qui sont sur le continent, parce que c'est pénaliser lourdement leurs familles. Et je trouve ça absolument anormal. Le député Gandolf Fischet a beaucoup œuvré pour ça. Ça, avant de parler de toute autre chose, j'estime que c'est la première chose à mettre en place. Voilà. Il est inadmissible que des familles ne puissent pas assumer financièrement et souffrent de voir leurs détenus sur le continent. Voilà. Moi, vous savez, j'aime parler concrètement. La première chose à faire, c'est de les rapprocher. La co-officialité de la langue ? La co-officialité de la langue, qui actuellement en Corse aujourd'hui peut ne pas se féliciter de ce que le corse soit plus enseigné, plus parlé par un plus grand nombre de gens? Soyons concrets, plutôt que de se mettre dans des postures. Alors qu'on appelle ça la co-officialité, qu'on appelle ça... moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Alors, est-ce qu'il est intéressant de mettre en place une politique visant à ce que les jeunes apprennent plus facilement le corse? Oui. Voilà, il faut tout mettre en œuvre pour que le corse soit plus parlé, plus appris. Et je crois que personne ne voit là de mal, quoi. Au contraire. Après, écoutez, moi, vous connaissez mes opinions politiques. Moi, je suis... inscrit dans la République française, je n'ai aucun problème. Je suis corse, je me sens corse et je me sens français. Je n'ai pas vraiment de problème là-dessus. Et le peuple corse, enfin ? Le peuple corse, la Corse est une île bien particulière, qui a son histoire, qui a sa langue, qui a ses traditions. Je crois que nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit, parce que les Corses ont payé de façon lourde leur appartenance à la République française. Le député Laurent Marcangel, il y avait eu une intervention à ce propos avec le Premier ministre, où il lui avait rappelé l'histoire de nos anciens qui étaient tombés sur les champs de bataille. Et donc ça, on ne peut pas l'oublier non plus. Donc on n'a pas de leçon à recevoir là-dessus, mais nous sommes la Corse et nous existons, et nous sommes une île dans la Méditerranée qui appartient à la République française. Voilà. Au-delà des lignes rouges sur ces thématiques dont parlait Manuel Valls, est-ce que vous pensez que le message de la Corse, pas forcément sur ces thèmes-là d'ailleurs, il est écouté à Paris, le message des élus que vous êtes? Est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté, entendu sur des problématiques plus larges, bien évidemment? Je ne crois pas que la Corse soit beaucoup prise en compte par le gouvernement actuel et le président de la République actuel. Je ne suis pas sûr que ce soit... non pas l'une des priorités, mais c'est pas... je crois qu'avec d'autres gouvernements,
sous d'autres présidences, on a été plus écouté, plus compris. C'est vrai que nous ne bénéficions pas actuellement d'une oreille très attentive de la part de l'État au plus haut niveau. C'est le sentiment du citoyen ou de l'élu ? C'est le sentiment du citoyen qui est impliqué dans la vie locale. C'est mon sentiment. Mais merci beaucoup Jean-Jacques Ferrara d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Donc, merci à vous. On va vous laisser peut-être le mot de la fin. On est toujours dans le mois de janvier, donc on peut toujours s'adonner à la cérémonie des vœux. Écoutez, je souhaite vivement à tous nos concitoyens et à toute la population de l'île et à tous les gens qui nous écoutent, je leur souhaite une bonne et heureuse année 2016, Pace et Salute, mais j'espère qu'elle sera plus riche en événements heureux que 2015. Et je voudrais leur dire qu'il faut garder espoir plus que jamais parce qu'il y a en Corse beaucoup de gens qui souhaitent voir les choses avancer dans le bon sens et qui souhaitent plus de tolérance, de compréhension, de dialogue. Et qui n'ont plus envie de reproduire les erreurs du passé. Merci Jean-Jacques Ferrara. Merci à vous. Et puis on vous rappelle, cette émission, vous la retrouvez en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.com. À bientôt.